Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on pirate l'émission et on profite des vacances de Max pour faire n'importe quoi. Non, je plaisante, on va faire une émission pour vous les choupignous, une émission spéciale les animaux dans le manga. Je sens votre engouement autour de la table. C'est pas les coquinous, pourquoi c'est les choupinous? Ouais, j'ai changé, je change au fur et à mesure. Voilà, c'est comme un Pokémon. Voilà, je sens l'euphorie autour de vous. Vous êtes heureux? Choupinous. Non, mais vous êtes heureux que Max soit pas là, j'ai compris. On va parler de Bond, on va parler de Chi, de Mokona, de Pikachu, de Plou, bref, que des animaux connus. D'ailleurs, peut-on vraiment parler d'animaux? Est-ce que Plou, on le sait? Mokona, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un chien? Mokona parle. Parce que les sortes de Mokona, compagnons. c'est un lapin. Selon Haru, c'est un chien. Oui, c'est une sorte de chien, il dit, Voilà. selon Haru. Bref, si je vous demande le premier animal de manga qui vous a marqué et que vous préférez, c'est pas forcément le même. Bah moi j'ai bien une idée qui me vient à l'esprit, mais c'est pas ça vient pas d'un manga, ça vient d'un film d'animation. Ok, à toi Robin. Est-ce que j'ai le droit quand même? Oui, vas-y. Je peux. Bah non, mais moi c'est Gigi dans Kiki la petite sorcière. C'était la première fois que je voyais un animal de compagnie. En plus j'adore les chats et tout. Il était trop bien. Il avait un peu du sass, comme on dit, genre il était un peu ironique. Tu vois, il faisait le malin, le petit chat et tout. Moi j'avais trop. Non mais c'était en vrai, il était bien. En plus il a une vraie importance dans le récit et tout. Enfin, le moment où Kiki se pose beaucoup de questions, elle a des doutes, et bah elle arrive plus à parler à son petit chat. Enfin, il y a une vraie importance quoi, de l'animal de compagnie dans Gigi, et moi ça m'avait vraiment marqué. La première fois où je m'étais dit putain, c'est pas juste un animal à la con quoi, c'est vraiment c'est un personnage, il fait partie de l'histoire. Moi c'est Gon évidemment, le dinosaure que j'y j'ai attendais d'abord pas. découvert dans le jeu vidéo Tekken évidemment, où j'ai vu que tu pouvais te battre avec un petit dinosaure qui latait des gueules, et je me dis ah mais attends, il vient sans ce les bras. personnage là, et après j'ai vu qu'il venait d'un manga et que le manga était trop cool parce que Gon a quand même une particularité, c'est que c'est un animal qui a des animaux de compagnie, parce qu'il est capable de domestiquer genre des aigles, des ours et tout ça, pour s'en servir et s'en servir comme monture par exemple. Joli. Gon. Moi, je pense à Doraemon, parce que je suis vieille. Bah, c'est un chat robot, même s'il n'y a pas d'oreille. Hein. Mais... Peut-on le considérer comme un animal? C'est un chat. C'est un animal robot. C'est ça. Ouais, c'est animal de compagnie. Non. Si on faisait une émission sur les robots, il pourrait être dedans aussi. Il pourrait être les deux. Non, on l'accepte. Ah, merci. Vous l'avez compris, on va parler d'animaux dans le manga. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages de second plan? C'est le piratage d'aujourd'hui dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Rebonjour et re-bienvenue dans la 5e de couve, l'émission où l'on peut découper, dépecer, charcuter, mais surtout aimer les animaux du manga, les pets comme on dit, ou en français les familiers, parce que sinon vous allez partir sur autre chose. Les sidekicks, les wingman, les useless, bref, ces personnages de second plan où parfois on se demande pourquoi ils sont là. Vous pouvez bien entendu répondre à cette question sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Insta, YouTube, Discord, hashtag 5DC, la 5e de couve. Vous pouvez nous écouter partout, sous la douche, dans votre canapé, dans votre lit, etc. tant que vous avez Spotify, iTunes, Deezer et j'en passe. Pour parler de ces familiers, j'ai composé une équipe hors pair que je vous présente tout de suite. Si c'était un familier, elle serait certainement la plus kawaii des kitsune à lunettes, alliant sagesse et prudence, mais avec beaucoup de saké. Bonjour Julie. Oh là là. Merci, je prends le saké. Elles sont assez stylées. Mais surtout, si tu me dis que... Ah ouais, merci. J'ai hésité longuement entre Kitsune et Tanuki. Ah oui, non, je préfère être un dieu renard qu'un... Et c'est ce que j'ai pensé. raton laveur avec... Exactement. Mais j'en ai des grosses. On va passer sur la suivante. Amoureuse de la mer, cette personne aurait pu être un dauphin, l'animal le plus intelligent du monde marin. Cependant, elle s'est perdue dernièrement dans Elden Ring en prenant un astrologue et des invocations de loups. Bienvenue Clémence. Oh non, mais là ça y est, tu balances tout. Je tiens à dire que les dauphins sont aussi des violeurs, alors bon, ça me... J'hésite un peu, tu vois, sur la comparaison. Merci à toi. Entre terre et mer, il rêverait d'avoir comme animal totem la loutre
Un animal plutôt solitaire mais aussi sociable. Un animal farfelu dont on ne comprend pas toujours le comportement. Comme toi, Robin. Bonjour à toi. Bonjour. Un animal qui peut être dangereux aussi, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une actu récemment, un homme qui s'est fait agresser par un gang de loutres dans un zoo et ça a été, il est pas passé loin de la mort. Mais il est encore vivant. Pauvre. Donc attention, méfiez-vous des loutres. Ouais. Hey. Alors, en tout cas, merci à tous de vous être réunis pour aborder ce sujet ô combien important, les animaux dans le manga. Mais tout d'abord, y a-t-il plusieurs sortes d'animaux dans le manga ? Bah oui, en fait, moi j'en distingue deux principaux, on va dire. Pour moi, il y a l'animal de compagnie, vraiment, ce qui a un comportement d'animal, quoi, qui ne parle pas. Il parle pas, il est là, il est mignon, il se gratte les oreilles, on peut lui faire des câlins et tout ça. Est-ce qu'il fait popo aussi ? Et il accompagne les héros en général. Et il y a aussi là le familier, le sidekick, qui peut être de forme animale, mais qui peut aussi être doué de parole, qui peut être doué de conscience, qui peut faire des blagues, qui peut donner des informations, etc. C'est un peu... Pour prendre la distinction la plus connue, c'est dans Disney, dans les standard characters, il y a Dingo et Pluto, qui sont tous les deux des chiens. Mais Pluto est un chien qui se comporte comme un chien, il ne parle pas, il mange dans sa gamelle et tout ça. Et Dingo est un chien, mais il peut parler avec Mickey, c'est un copain de Mickey et tout ça. Et je pense que dans le manga, on a aussi des fois ce genre de distinction entre des personnages qui ont des formes animales, mais qui se comportent pas comme des animaux, quoi. Mais c'est sûr que d'un point de vue narratif, ces différents types d'animaux n'ont pas forcément la même importance au niveau du récit, voire même le même intérêt scénaristique. Forcément, quand on pense à Luna dans Sailor Moon ou Kero, par exemple, dans Cardcaptor Sakura, qui vont apporter du récit, qui vont apporter forcément des événements, c'est eux qui vont un peu déclencher même l'histoire. Et que t'as genre dans Akatsuki no Yona le petit écureuil Ao qui est juste là pour être cute et puis il fait rien. Sincèrement, il fait rien de toute l'histoire. Genre voilà, il fait des petites risettes de temps en temps, il apporte une info dans toute l'histoire. Forcément, ça fait une très grande différence entre ces deux personnages. Moi, je sais pas, moi je suis toujours étonnée de voir aussi dans les mangas, il y a quand même toujours une part de témoignages des auteurs, et il y en a quand même pas mal qui parlent de leurs animaux, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas grand chose à dire. C'est genre aujourd'hui j'ai travaillé 16 heures, enfin bref. Et donc moi je sais en tout cas que dans les shoujo c'est très prégnant. Enfin, Yumi Tamura, elle nous parlait sans cesse de ses chats. Ai Morinaga ou même Mizuno Kusanagi, donc qui dessine Yona, elle racontait même à quel point elle a été affectée par la mort de son chat. C'était très très touchant, et c'est toujours, ça tient dans 2 cases à la fin d'un album et tu dis oh la pauvre et tout, et c'est, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un grand classique, et c'est vrai que c'est souvent des chats, mais bon. Mais c'est vrai que justement en parlant de chats, c'est quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de récits qui prennent le temps de développer un peu les histoires de ces animaux de compagnie. Alors je dis il y en a de plus en plus, mais en tout cas j'en ai lu un il y a pas longtemps. De plus en plus ils sont des milliers. C'était Elle et son chat. Du coup scénario de Makoto Shinkai que tout le monde connaît, et dessin de Tsubasa Yamaguchi qui fait Blue Period. Quand même plutôt sympa. Et pour le coup, en fait, là, c'est un vrai animal de compagnie. Enfin, c'est pas un personnage vraiment humanisé, c'est vraiment un chat. C'est juste qu'on entend ses pensées. Donc, il se comporte comme un vrai animal. Il a même les mêmes intuitions un petit peu, mais il y a des mots par-dessus. Et j'ai adoré d'ailleurs cette petite histoire. C'est juste un petit one-shot et qui raconte un peu la vision de l'animal face à sa maîtresse qui vit sa vie. Donc, lui, les deux, ils vivent pas au même rythme. Elle vit... dépression, tristesse, des moments de joie, des moments... Enfin, voilà, elle vit sa vie, et il y a le petit chat qui est toujours à la maison et qui la regarde de ses petits yeux, comme ça, et qui comprend pas quand elle pleure, par exemple. C'est assez émouvant, et c'est vrai que j'aime bien aussi ce petit twist. Maintenant, on prend un peu de temps pour regarder quand même ce qui se passe du côté des animaux. Mais après, ça, c'est pour moi, c'est une filiation qu'il y a entre la littérature classique et le manga, en fait. Parce que un des romans les plus connus du 19e siècle au Japon, c'est quand même Je suis un chat de Natsume Soseki. Et donc, c'est quand même lui qui a créé ce genre de... il s'est beaucoup inspiré de la littérature classique anglaise, parce qu'il était professeur de littérature anglaise. Mais c'était aussi... une façon pour lui de... là où en France, on a eu les lettres persanes, et donc tu as l'étranger qui porte un regard... on va dire naïf sur les mœurs, les coutumes françaises, lui s'est dit je vais prendre un chat, pas forcément un étranger, et donc tout du long du livre tu vois le chat qui voit passer ses professeurs japonais du début de l'ère Meiji, qui voit ceux qui sont pour l'ouverture aux étrangers, ceux qui sont au contraire très dérangés par la perte de tradition, ou qui sont toujours
un peu perturbés par le fait qu'il y ait autant de changements dans leur quotidien, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est quand même un socle dans ce qu'on a maintenant dans cette espèce de déferlante de manga de chat. De chat, ouais. Bah, il y avait qui a commencé en France avec Chi, quoi, qui est un peu le premier manga de chat. Enfin non, c'est pas le premier, parce qu'il y avait What's Michael, qui était un vieux manga qui avait lancé chez Glénat, mais qui n'avait pas eu un grand succès. Qui n'a pas trouvé son public. Mais par contre, Chi, c'est vraiment le premier manga de chat qui a été cette espèce de déferlante. En plus, qui a été un carton. Mais parce qu'il y a eu un travail dessus, parce que le titre était en couleur, ils l'ont mis dans le sens français, alors qu'à la base c'est un seinen en plus. Oui, c'est ça, c'est que Glénat avait vraiment pris le parti de l'orienter kids, puisque c'était même dans le nouveau label Glénat, c'était un label qu'ils avaient lancé avec ce manga d'ailleurs, de mémoire, qui était le label Kids, donc c'était genre l'aventure d'un petit chat mignon, donc on va le destiner aux enfants, alors qu'à la base effectivement c'est plutôt dans cette tradition dont parlait Julie, de montrer par le regard d'un chat, parler de la société japonaise, etc. quoi. Et en fait c'est marrant parce que à cette époque-là je travaillais en librairie et effectivement je le vendais plus à des adultes qu'à des enfants. Bah oui. Et à la limite, je le vendais à des adultes qui le prenaient pour les enfants, mais les adultes le lisaient aussi en priorité. Pour vérifier. Ouais, c'était marrant. Mais toi, tu disais aussi, Julie, à un moment que les récits, tu avais d'autres récits, des animaux de compagnie ? Oui, parce que c'est ce qu'on disait un petit peu au début avec Robin, c'est qu'il y a quand même des récits, même des mangas, où c'est des animaux de compagnie, point barre. Enfin, je veux dire, c'est la vie d'un animal voilà, de compagnie. Et je pense que déjà, d'une part, ils se comportent normalement, ils n'ont pas forcément d'implication très forte dans l'histoire. Enfin, ça peut varier. Mais par exemple, tu vois, je pense à Ushijima, qui est un manga quand même super dur et tout. Et on va dire, le seul truc qui humanise l'usurier impitoyable qui est Ushijima, c'est qu'il adore les lapins. Il a une collection, c'est ses bébés. Le jour où il part en tôle, le premier truc à quoi il pense, c'est le babysitter des lapins, tu vois. Enfin, genre, c'est vraiment hyper important pour lui. Et il y a d'autres récits comme ça où, enfin, tu vois, tu parles de Chi. Moi, je pense à d'autres récits où, effectivement, tu te dis, ah, c'est mignon, c'est un petit chat, ça va plaire à des enfants, mais c'est des animaux qui se comportent comme des animaux. Donc, ils font pipi, ils font caca, ils vont violer les chats du voisin. Enfin, tu vois, genre, c'est. Non, Chi fait pas ça. Voilà, non, c'est pas Chi. Mais il y en a d'autres où ils ont pris le parti de dire, bah, ce sont des animaux. Enfin, et ils vivent avec des humains autour, et on va s'amuser à dépeindre leur quotidien, mais ils sont, voilà, c'est basiquement des animaux de compagnie, quoi, et ils n'ont pas de personnalité ou de charge émotionnelle autre ou scénaristiquement, je sais pas comment dire. Ouais. Et à l'inverse, je pense qu'il y a un dernier type aussi de récit d'animal qui est le récit anthropomorphique, où là pour le coup c'est même l'inverse, c'est des personnages qui ont des gueules d'animaux mais qui vont vraiment se comporter comme des humains, et où là la nature animale, bon bah il y a Beastars qui est le succès récent qui a beaucoup utilisé ce procédé, mais où là la nature animale du personnage va donner un indice sur sa personnalité, etc. Mais sinon les gens se comportent comme des hommes, ils ont même des habits et tout ça, mais c'est plus une tradition d'ailleurs qu'on avait plus dans la BD franco-belge. J'ai l'impression que dans le manga ça commence, ça revient, ça arrive en tout cas avec Beastars notamment, mais c'est un procédé qui est assez efficace aussi narrativement. Et en même temps, tu te rends compte que ça veut dire quelque chose. Enfin, je sais pas, dans l'introduction, tu as parlé de Chopper, par exemple, qui est quand même un personnage un peu particulier, puisque c'est un vrai personnage de One Piece. C'est pas, voilà. C'est pas un animal. Même s'il est délaissé depuis quelques temps. Un petit peu. Et en même temps, du coup, pour l'équipage de Luffy, c'est vraiment considéré comme un compagnon. C'est un personnage, c'est le médecin, est super important. Mais aux yeux du reste du monde, c'est l'animal de compagnie. C'est-à-dire que, et en même temps, d'un point de vue narratif, je trouve ça intéressant parce que ça raconte quelque chose. Ça montre bien ce décalage entre Luffy et sa bande qui prennent au sérieux les poissons, les squelettes, les animaux. Alors vraiment, on prend tout ce qui bouge, il n'y a pas de problème. Et le reste, c'est ça. Les femmes à gros seins. Et le reste. les reines à gros seins. Et tu vois, et le reste du monde qui pour qui genre non mais c'est bon, c'est un renne quoi, arrêtez de ou un raton laveur ou je sais pas, tu vois, on sait pas en plus, on sait pas. Mais après on va dire que vu l'univers de One Piece, Chopper est loin d'être le personnage le plus abracadabrantesque de tout One Piece, tu vois. C'est même un des plus petits d'ailleurs, on pourrait l'oublier dans un coup. Sauf quand il se développe en méga reine. Exactement. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait la distinction
entre tous ces types d'animaux. Donc on a les vrais animaux là, dont vous avez parlé, il y a les mascottes. Vous n'avez pas parlé trop des mascottes. Bah justement. C'est un peu le sidekick quoi, qui peut être un le happy, le happy, etc. Mais non, après il a un arc à lui et tout. Enfin... oui, enfin avoir un arc. Il y a beaucoup de méchants aussi dans mon esprit qui ont aussi leur petite mascotte, tu sais, qui les suit un peu toujours. Mais comme dans Inspector Gadget avec son chat là, qui se retourne tout le temps. Je sais pas, je pense un peu. Tu vois, dans Yu Hakusho là, je sais plus, il y a un des méchants Suzaku qui a son petit singe. Non, mais non, c'est pas son frère, c'est une sorte de. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais à un autre. Mais non, il a son petit oiseau là qui va emmerder Yusuke là, avec sa flûte. Ouais. C'est très clair. Les animaux jouent de la flûte. Mais je pense que d'ailleurs tu pourrais faire une typologie des animaux de méchants. Tu sais, il y a tu vois, genre les chats. Les oiseaux, les chiens. Mais oui, comme les chiens moins, tu vois. Les chiens, c'est tellement assimilé à. Rappelle-toi du chien de garde de chez les Oldic. Dans Aladdin, Jafar, c'est quoi? Yago, son petit oiseau. C'est un perroquet. Un perroquet, ouais. Oui, c'est un perroquet. Il y a Abou aussi. Mais c'est vrai que mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment des animaux comme ça qui sont catégorisés méchants quoi, et qui peuvent être les perroquets, attention. C'est sournois. Bon, les vrais animaux, les mascottes, les persos animaux comme Chopper. Donc une fois qu'on a fait la distinction entre tout ça, c'est quoi la recette d'un bon animal de manga, Julie? Moi je dis, tant que ça tient dans ta main, sur tes genoux, ça marche bien. Mais t'as rarement des chevaux ou des dauphins comme animal de compagnie dans le manga. Enfin, c'est assez rare. À la limite, le seul que je vois qui est un peu gros, c'est Genma. Parce qu'il se transforme en panda. Après, dans One Piece, il y a l'équipage là, de Brooks, ils ont mis une baleine comme animal de compagnie. C'est pas évident à faire. Ouais, c'est vrai. Comme la boune. Ouais, la boune. En plus, mais One Piece, il y a trop d'animaux, il y a trop de trucs chelous. Mais après, je pense qu'un bon animal de compagnie aussi, un bon animal de manga, c'est un animal qui va aussi révéler quelque chose du héros, tu vois. Genre, moi, je pense à Gon, alors cette fois-ci pas le dinosaure. Gon, le personnage de Hunter x Hunter. Attention, vous suivez ? Qui lui n'est pas un animal, mais il a une caractéristique quand même, Gon, que c'est un personnage qui est très proche des animaux. C'est souvent un truc qui est amené et qui va aussi définir sa personnalité. Et je pense que du coup le lien que Gon il a avec les animaux, notamment sa capacité à les domestiquer, parce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des animaux très très dangereux, très très sauvages, que Gon est le seul à être capable. C'est notamment dans le chapitre d'intro où il calme le renard, je sais pas quoi, renard ours, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup là où tu te dis là en fait j'ai compris par cette scène et le lien que Gon a avec cet animal, la nature exceptionnelle de Gon, et j'ai compris que Gon sera le héros de ce manga parce qu'il est capable de faire ça, tu vois. Et en plus je trouve que dans le cadre d'un shonen ça épouse une thématique centrale du shonen, qui est quand même que le héros est un personnage qui va généralement rétablir l'harmonie là où il y a du chaos qui est revenu, et du coup là la sauvagerie est domestiquée par le héros, donc il a cette capacité. Alors après Hunter, après Hunter c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais là je trouvais que c'était un truc qui illustrait assez bien ça, quoi. Oui, mais après, en fait, le cas de Gon c'est intéressant parce que tu te rends compte que les enfants sauvages, c'est aussi parce qu'ils ont eux-mêmes, ils ont été élevés par des loups. C'est un enfant sauvage, donc tu sais pas trop où s'arrête l'humain, où s'arrête la sauvagerie. Surtout dans certains comportements que Gon peut avoir, effectivement. Mais après, pour revenir à la question que Joe tu posais, c'est effectivement, je pense qu'il y a une espèce de recette d'un animal de manga. Je pense que il y a déjà des codes graphiques, voilà. Il faut que les animaux ils soient mignons, faut qu'ils soient attachants, donc ils tiennent dans la main. Il faut qu'ils soient petits, il faut que les yeux soient grands, que le corps soit petit, un manga, qu'il y a une disproportion entre la taille du corps et des yeux. Il peut avoir une fourrure, faut qu'il soit kawaii, qu'il soit machin, qu'on ait envie de se blottir dedans. Et j'avais lu un article assez intéressant, c'était sur Slate je crois, sur pourquoi on aime les bébés animaux, et c'est vraiment un truc genre qui nous remonte dans l'instinct très très lointain en fait on est attiré par les choses qui ressemblent à des bébés humains, et les bébés humains parce qu'on doit les protéger, tu vois, c'est l'avenir de notre espèce et tout. Et les bébés animaux, comme les bébés humains, ils ont le même principe, c'est que c'est des tout petits corps avec des grands yeux, etc. Et donc ça, c'est des caractéristiques qui sont, instinctivement nous attendrissent et nous donnent envie de nous attacher à ces personnages. Après, il y a une question de vulgarité.
Genre les bébés crocodiles, bon, ils sont déjà. Mais ils sont mignons. Ouais, mais même, en fait, les bébés animal, tu peux le trouver mignon. Tous les bébés chiens, même si moi j'adore les chiens, mais il y a des chiens que je trouve affreux. Mais même bébés, ils sont mignons parce que voilà, ils ont un truc qui est notamment dans cette disproportion graphique, on va dire. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi quand les auteurs ils utilisent ces codes et ils les déconstruisent. Tu prends Plou dans Rave, il est tout sauf mignon graphiquement, il ressemble à rien. Il a un nez en forme de carotte, de foreuse un peu, et un corps tout bête. Enfin, je veux dire, il a des c'est un bonhomme de neige. Il a même des petits yeux, donc il est vraiment tout fait pour être anti-mignon, on va dire. Et du il coup, parle pas, il fait rien. En plus, il parle pas, on comprend pas ce qu'il fait. Même Haru, comme on disait en intro, il dit c'est peut-être un chien. Enfin, c'est une sorte de chien, mais on sait pas trop, tu vois. Et je crois qu'il l'aide à un moment quand même. Et il l'aide 2-3 fois. Oui, bah en fait, ça j'en parlerai peut-être plus tard, mais effectivement, il aura un rôle, voilà, évidemment. Et c'est pour ça que du coup, on va trouver Plou mignon finalement. C'est pas par sa caractéristiques graphiques, mais plus par comment il va intervenir dans le récit, quoi. Donc après, bah voilà, pour que ton animal il soit mignon, faut choisir forcément comme modèle de base un animal qui va être mignon ou qui va être populaire, tu vois, genre le chat, le chien, le panda. Alors moi, j'aime bien une loutre. Je sais pas si ça existe. Les cochons, il n'y a pas trop loutre pour l'instant. Moi, je trouve que les cochons ont une remontée en ce moment là. Avec Seven Deadly Sins. Voilà. C'est vrai, mais alors qu'avant, t'avais juste Léoga qui était un petit cochon. Non, mais il y avait le Babe. Alors on reste dans le manga, s'il vous plaît. Non, mais après, justement, tout ça c'est intéressant, c'est d'avoir une recette que les auteurs vont être capables de déconstruire. Le cochon pour que, recette, justement, ça tu prends Pochita, il est mignon alors que c'est une tronçonneuse, tu vois, c'est pas du tout un truc mignon à la base. Et puis après, bah, je pense qu'aussi dans le comportement de l'animal, il faut forcément qu'il y ait un truc un petit peu stéréotypé. On en a parlé au moment où voilà, c'est soit le sidekick qui fait des blagues, soit l'animal de compagnie qui est juste mignon. Donc il est souvent soit comique, soit mignon. Des fois, il peut être les deux. Mais c'est vrai que c'est un genre de stéréotype qu'on retrouve assez souvent dans les animaux un peu marquants. Mais après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve que les animaux qui généralement restent, c'est ceux qui ont toujours un petit mystère autour de, tu vois. Donc je parlais de Plou juste avant. Plou, il est un petit peu mystérieux. On ne sait pas trop d'où il sort et tout machin. Ouais, mais après, il restera jusqu'à sa mort. Il y a aussi des animaux où justement tu vas utiliser la nature et les caractéristiques graphiques dont je parlais tout à l'heure, mignon, pour justement lui donner finalement un truc un peu plus sombre et mystérieux. Tu prends Matamune dans Shaman King, c'est un petit chat qui a un petit chat. Il a 500 ans. Oui, voilà, mais justement, graphiquement, il ressemble à un petit chat trop mignon et en fait, il est hyper sage. Il a vécu plusieurs centaines d'années. Il a accompagné tu vois, l'histoire du Japon, on va dire, et ou Maître Karine, tu vois, dans Dragon Ball, quoi. C'est un chat qui a l'air tout sage, tout posé et tout, et en même temps, tu sens qu'il connaît plein de trucs, tu vois. Donc ça, c'est assez marrant aussi quand tu arrives à intégrer cette sagesse dans un truc graphique mignon. Alors, tu sais que moi, du coup, j'ai vraiment une question un peu à la con, mais genre, est-ce que du coup... Oh là, attention. Non, mais est-ce que ça compte les IBM dans Hajin? Ouh là là, est-ce que c'est vraiment des animaux? Mais attends, mais parce que c'est genre un peu des compagnons, tu vois, c'est intéressant en plus, genre c'est un peu des compagnons de vie des Hajin qui ont chacun un peu leur propre personnalité, mais qui en lien avec ils sont pas vraiment personnage. Ils sont pas mignons. Oui, non, mais Hajin, c'est pas trop mignon, hein, l'histoire. Non, c'est vrai. C'est pas trop mignon. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils développent chacun leur propre petit. Et c'est quoi à la base? Enfin, c'est un truc vivant, c'est des ondes. C'est Invisible Black Matter, ça veut dire. Donc c'est de la matière noire. Mais après, c'est plus à la limite, c'est plus justement. Je parlais de Shaman King, c'est plus comme les fantômes dans Shaman King, c'est des compagnons, des familiers ou à la limite. Et ça m'arrache le cœur de dire ça, mais Puck dans c'est des personnages qui sont pas des animaux, mais qui sont des espèces de familiers, de personnages. Qui vont être là pour accompagner le récit, mais ils ont pas forcément, on va dire que leur nature animale va pas avoir une importance. Non, en revanche, ils vont avoir un petit peu, scénaristiquement parlant, ils vont un petit peu avoir le même genre de rôle, effectivement. Et comme Puck, en vrai, Puck a un peu ce rôle-là de comic relief, ça pourrait être un chat avec des ailes, sidekick, tu vois, qui lance quelques vannes. Quelques vannes. De temps en temps, il est utile, et, tu vois, mais c'est un peu ça quand même. Tu vois. En gros, oui, c'est vrai que soit il est comique ou juste mignon, mais on peut lui accorder un arc particulier. Genre Hawk, par exemple. Il a une vraie histoire. Il a une vraie histoire derrière avec même sa famille ou son père, je sais plus. Mais le familier peut avoir une histoire. Il n'est pas juste comique ou juste mignon. Oui, comme Happy. Là, je pense que c'est le moment où le personnage a pris une importance telle
Alors peut-être parfois j'imagine malgré l'auteur, tu vois, l'auteur n'a pas forcément en tête en se disant cet animal-là il aura une importance telle que je pourrais lui donner un arc à lui. Je pense que des fois ça leur échappe, mais effectivement c'est aussi quand le personnage prend du corps dans le récit, bah oui, ça mérite d'avoir un arc. Il y a aussi tout bêtement un truc bassement marketing, quoi. C'est que si c'est un personnage populaire, bah allons-y, faisons-lui un arc. Oui, on en parlera à la fin. Je vais repousser cette question jusqu'au bout. Pour l'instant, attardons-nous un petit peu sur à quoi ça sert un animal dans un manga finalement. Justement, moi je trouve que c'est un peu tout l'intérêt à mon avis de ce sujet, c'est qu'en fait il y a un peu un décalage quand même entre, je veux dire, l'apparente inutilité de beaucoup de ces personnages, de ces animaux de compagnie qui suivent un peu les héros, tout ça, et en même temps, leur impact dans le récit. Alors, de temps en temps, ils servent vraiment à rien, mais il y a quand même beaucoup de fois où ils sont vraiment importants et ils ont une vraie utilité scénaristique. Et alors, je voulais vous raconter une petite anecdote. Ça va vous saouler, j'en sais rien, mais... Non, mais commence pas comme ça, on est très intéressés. Non, bien sûr, j'en doute pas. Mais qui remonte en fait à mes études littéraires. Et en fait, au bac de littérature, moi, ça m'avait marqué. On avait étudié un livre qui s'appelle Le Guépard, écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa. J'aimais beaucoup le dire avec l'accent. Très beau film de Visconti. Très très beau film. Et alors, en fait, au bac, j'étais tombée sur ce sujet, sur quelle est l'importance du chien dans Le Guépard. C'est particulier comme question. L'intérêt du chien dans Le Guépard. Tout à fait. Non, mais est vrai. Et en fait, c'était... J'ai adoré ce sujet, je l'ai forcément pris, de toute façon j'avais adoré ce livre. Et justement, en fait, ce qui était rigolo avec ce chien qui s'appelait Bendico, c'est qu'en fait il était toujours un peu là, il servait à rien, enfin je veux dire, il parlait pas, là il n'y avait pas d'humanisation de ce chien, mais l'auteur lui-même avait dit après coup que le chien était hyper important pour la compréhension de ce récit. C'est-à-dire qu'en fait c'était lui qui était là aux côtés du héros tout le temps, tout au long du récit, ça parle beaucoup en fait de la chute de l'aristocratie sicilienne, donc ça parle de politique et tout ça, et en fait lui il incarnait un petit peu ça, et tout discrètement à côté, tu vois, au pied du maître, il était toujours un peu là, il faisait pas grand chose, mais en fait il incarnait un petit peu ce déclin progressif, il incarnait aussi une forme d'humanité qui était en train de se perdre à ce moment-là, et j'étais complètement marquée, complètement bluffée par l'histoire de ce chien. Et en fait quand tu faisais un peu de littérature que t'allais creuser, et j'étais là, putain, mais en fait, un animal de compagnie, c'est pas inutile, c'est-à-dire à la compréhension du récit, il va avoir... Non, mais ça paraît bête, mais il va vraiment avoir une importance. Et c'est vrai qu'on le voit, que ce soit... il y a souvent des animaux de compagnie dans les shonen, alors certes, par exemple, il peut être un peu comic relief, donc il va être là pour apporter un décalage par rapport à des moments un peu sombres, un peu difficiles. Il va être là aussi pour créer du rythme. Des ruptures comiques. Ouais. Exactement, des ruptures comiques. Après, il n'est pas forcément tout le temps. Enfin, je sais que par exemple, Pochita dans Chainsaw Man, c'est pas trop son truc. Mais par exemple, tu parlais de l'apparence mignonne. Ça aussi, ça crée un décalage par rapport à certaines scènes qui sont quand même assez rudes. Tu vois, ça te permet aussi de te ressortir un petit peu de certains combats très violents, par exemple. Ouais, et puis, en vrai, même dans le shonen, ces animaux qui ont l'air un peu inutiles au début peuvent se révéler vraiment utiles à des moments clés du récit. Vraiment, alors là, ils sont acteurs, ils peuvent être acteurs de certaines séquences. Et même devenir des camarades de bagarre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a des bastons où vraiment un animal va intervenir pour aider le héros et justement dévoiler, révéler une capacité cachée qu'il n'avait pas et qu'on connaissait pas. Voilà, c'est ce que je disais sur Plou tout à l'heure. Dans Rave, il y a un moment donné, il me semble qu'il y a une des pierres que Haru récolte dans son histoire pour devenir le Rave Master. Il y en a une qui ne marche que quand c'est Plou qui l'a dans ses mains, quoi. Tu vois, donc il y a un truc de en fait, on commence à comprendre que Plou il a des pouvoirs, il a un truc, et derrière le fait qu'il ressemble à rien et qu'en plus il parle pas et qu'il tremble et qu'on comprend pas ce qu'il fait, en fait au fond de lui il a une puissance cachée, un truc. En plus c'est l'un des seuls à être capable de casser les Darkbring aussi, les pierres maléfiques. Lui avec son nez pointu il peut les casser, donc vraiment là il y a un moment un pouvoir de merde. Mais si à un moment donné Haru il le jette comme une flèche et ça va casser vraiment à rien. Mais non, mais si justement tu vois dans toutes ces séquences là, si Plou n'est pas là, le combat, Haru ne peut pas gagner le combat, donc il y a vraiment l'animal à ce moment là intervient. Et puis c'était aussi le cas dans King of Bandaging, un manga oublié dont j'avais parlé, puisque le compagnon du héros c'était un oiseau qui s'appelait Kir.
Et donc le pouvoir du héros, c'était effectivement de faire fusionner son oiseau avec son bras, et ça devenait une espèce de canon à la Cobra, tu vois, où il tire un truc. Et donc là, vraiment, l'animal qui, au long du récit, est plutôt dans ce rôle du sidekick qui fait des vannes et tout, et qui est un peu, il était agaçant, qui est un peu coquin, voilà, qui fait le malin, et c'est un peu un Yago, quoi, en gros, qui fait des petites vannes et tout. Mais sauf que quand il s'agit de se bagarrer, il est là et paf, il permet au héros de déclencher une puissance supérieure, quoi. Mais justement sur ce truc en fait c'est complètement révélateur d'une puissance, de la puissance du héros parfois, enfin c'est un peu ce que tu es en train de dire, et moi ce qui m'avait marqué, c'était dans Yu Yu Hakusho par exemple, avec le pou qui est ce truc immonde qui ressemble à rien quand même, hein. Son oiseau qui sort de l'œuf là, et tout le monde d'ailleurs autour, ils sont tous en train de regarder ça, ils disent c'est ça, pourquoi on a mais oui, mais Yusuke il est là, non mais moi il y a un monstre qui va sortir de mon œuf et tout, je l'ai couvé pendant 3 mois, et en fait t'as un vieux truc, enfin un peu avec des grandes oreilles, qu'est-ce que ça fait, et ça fait rien, et pendant des chapitres ça fait rien du tout jusqu'au moment un peu de la renaissance en quelque sorte, où là il arrive et puis en fait c'est un super oiseau machin et tout. Et c'est vrai que c'était marquant un peu ce truc de, en fait ça marque vraiment la montée en puissance du héros à ce moment-là, où on dit ah ouais là maintenant ça rigole plus du tout, quoi. Dans la catégorie familier moche, il y a quand même les crapauds dans Naruto qui sont assez révélateurs de la montée en puissance, je pense. Oui, parce qu'ils sont de plus en plus gros. Et en plus, je viens de dire dans Naruto, c'est encore un cas particulier. C'est à quoi il sert le crapaud dans Naruto, c'est que c'est carrément un mentor, quoi. C'est-à-dire qu'il va apprendre des nouvelles techniques aussi à Naruto et tout ça. Donc il a le rouleau. Et là, c'est un truc aussi qui est intéressant au niveau de l'animalité. Justement, ça rejoint aussi ce que Clémence disait dans la littérature. En général, les animaux sont beaucoup utilisés dans la littérature, dans le manga a fortiori. C'est parce que y a dans la nature même des animaux des caractéristiques, des composantes qui permettent au lecteur de comprendre des choses, ou en tout cas de les voir à travers des prismes différents. Dans One Piece, c'est le cas aussi de tous les gens qui ont des pouvoirs des fruits du Zoan, là, et c'est des gens qui se transforment dans des formes animales. Ouais. Et en général, voilà, c'est toujours le truc de qu'est-ce que ça dit de leur personnalité, le fait que ce soit cet animal-là qu'ils aient choisi, et ça va, quelle capacité ça va leur donner, est-ce que ça va les rendre plus cruels, est-ce que ça va leur donner le côté voilà, comment dire, le Zoan du taureau, il va plutôt être côté gentil parce que les taureaux c'est plutôt des animaux de la ferme, domestiques, machin, tu vois. Non mais voilà, mais en même temps puissant, tu vois. Donc il y a aussi cette animalité, en général, c'est toujours un prisme assez intéressant pour donner des informations sur le personnage, quoi. Après, il y a des fausses pistes. Dents de chien, par exemple, n'a pas de fruits Il n'a rien à voir avec les animaux. Attends, mais ça me fait penser. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec Yoruichi de Bleach. Au début, c'est un chat. Mais en fait, on se fait tout savoir parce qu'en fait, c'est pas un chat, c'est une bonne meuf. Mais c'est vrai qu'en termes d'utilité, il y a aussi ce truc de. Je parlais tout à l'heure de Luna et de Kuro dans. Oui, c'est ça, dans Cardcaptor Sakura et Sailor Moon, où c'est eux qui apportent l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire sans eux. Oui, c'est vrai. C'est un peu la main du scénariste, du mangaka qui dit bon, alors vas-y, comment je lance le truc ? Vas-y, on va dire, il y a un petit animal, un petit chat ou un petit je sais pas quoi, et puis c'est lui qui va lancer un peu l'histoire. C'est là où ça revient aussi sur le mystère, c'est-à-dire qu'en fait, au début, on a l'impression que c'est un petit animal de compagnie qui lui donne une mission, et au fur et à mesure, on découvre aussi un peu l'envers du décor, d'où ils viennent, leur propre histoire et tout ça. Ouais, ça et même Pochita, dans Chainsaw Man, dans un registre moins Magical Girl, quoi, mais c'est pareil. C'est moins clair aussi. Oui, mais si là c'est des Magical Girls, clairement ça vient des sorcières. Enfin, je dirais, elles ont des familiers et elles sont forcément accompagnées d'animaux parce qu'elles ont le pouvoir de. C'est le familier qui donne le pouvoir. Oui, mais ça, je pense que c'est plus. Il faudrait chercher du côté tout ce qui est spiritualité asiatique, particulièrement tout ce qui est Shinto, puisque normalement les Miko elles reçoivent des messages de la nature qui sont transportés par des animaux, ou des éléments, des prêtresses. Et dans le cas du Neketsu aussi, on en avait parlé dans l'émission c'est quoi le Neketsu, il y a toujours le rôle du mentor. Ça peut être aussi pris par ce fameux familier, ce fameux animal de compagnie qui détient des clés du récit que nous on n'a pas et qui va être aussi pour le héros son appel à l'aventure, son fameux appel à l'aventure dont on parle. En fait, la version,
mais une espèce de parodie, tu vois, ou réinterprétation un peu alambiquée, bizarre de l'animal familier de la Magical Girl. Moi, je le retrouve dans Jagan, où tu vois, à chaque fois, c'est un espèce d'oiseau qui vient annoncer à quelqu'un qu'il est élu et qu'il a ingurgité une boulette de merde. Et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire parce que finalement, t'as toujours cet aspect de c'est peut-être un animal plus ou moins mignon, mais ça reste un oiseau chelou qui te parle et qui te dit tu vas manger mon caca et tu auras des super pouvoirs. C'est tellement un pied de nez. C'est quoi. Vrai que c'est Après, le message est plus ou moins important en fonction des histoires, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi vachement dans Demon Slayer, où ceux qui portent l'histoire, ceux qui disent ok, prochaine histoire, tu vas aller là, c'est les corbeaux, ou le petit moineau, je sais plus comment il s'appelle, le moineau de Zenitsu là, qui est un peu différent de tous les autres, qui raconte sa life, mais il y a un peu ça aussi, tu vois, c'est-à-dire que l'animal en quelque sorte de compagnie est celui qui va être la main de l'auteur, du scénariste pour amener un petit peu des éléments au fur et à mesure et guider la route du héros sur son chemin, sur son aventure. Il y a beaucoup de servitude animale dans ces mangas. Non, c'est pas ça, mais en fait, j'essaye de meubler parce que j'ai pas envie de parler de cette fonction dont on n'a pas encore parlé, mais que je repousse jusqu'à la fin de l'émission, mais c'est assez évident. Oui. Je parle bien sûr de la fonction maudite, bien connue de tous ces acheteurs compulsifs de goodies. Je parle bien entendu de la fonction marketing mais oui. De ces animaux. Mais tu sais que je suis allée faire un tour un peu sur les sites pour voir, genre, ok, si je tape tel, genre One Piece ou machin, sur quoi je tombe, et effectivement, tu sens bien que dans les goodies qui reviennent plus facilement, t'as bien sûr les personnages principaux et tous les héros, mais ces petits animaux de compagnie qui servent pas tout le temps à grand chose. Ouais. Non, mais Chopper, il fait quand même 2-3 trucs quand même. Bon. Moi, je suis une vicose de Chopper. Moi. Je prends tous les goodies sur Chopper. Mais tu sens que ça marche bien, quoi. Tu sens que, en fait, c'est aussi ces petits animaux, c'est aussi le symbole d'un manga. Enfin, ils finissent par être un symbole assez facile d'une licence, quoi. Et puis je pense qu'aussi quand tu es collectionneur ou que tu aimes bien avoir des petits goodies et tout, alors à la fois ça traduit l'attachement que tu as eu pour cette série-là, et du coup il te faut une preuve matérielle du fait que tu as aimé cette série. Et du coup, forcément, tu vas prendre un truc mignon parce que en plus, ce que ça peut renvoyer de toi sur les autres, tu vois, les gens peuvent ne pas connaître et juste se dire c'est quoi le petit animal mignon que t'as, et puis tu peux dire voilà, c'est le personnage de tel manga. C'est quoi cette petite tronçonneuse qui pisse le sang là. Non, mais oui, mais même c'est mignon en vrai. Oui, voilà, et du coup c'est un truc, forcément, je parlais du truc, du fait qu'on est attiré de fait par les bébés animaux, les machins, c'est que on aime bien avoir des trucs mignons avec nous, et tu vois, c'est un truc qui nous repose aussi le regard, donc c'est aussi pour ça, je pense que marketingement ça marche forcément, c'est forcément le truc que tu vas. On n'en a pas parlé, mais en termes de manga, d'animaux mignons, il y a Pokémon. Là, c'était ça. Clairement, le truc caché, le mystère original. Non, mais là où il y a des centaines d'animaux de compagnie, alors c'est pas des vrais animaux, mais c'est clairement des animaux. Oui, pour le coup. Alors qu'ils sont plus ou moins mignons. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un truc de plus ils sont forts, moins ils sont mignons. Oui, c'est marrant parce que. Ça dépend les cœurs. Franchement, globalement, c'est un peu. Parce qu'en plus, souvent, les évolutions, le premier, il est tout mignon et la dernière il est forme. bébé. Non, mais c'est vrai que t'es pas forcément mignon, mais t'es stylé. Ouais, c'est ça. Mais tu passes du mignon au stylé. D'ailleurs, c'est ce que disait Julie, c'est l'évolution. Il y a le bébé, il est mignon. Stade, il est bébé. La deuxième phase, c'est toujours la plus moche. C'est l'ado, il est moche. Et après, il est adulte. Reptincelle dégage. Moi, j'en connais plein des gens qui veulent pas faire évoluer leur Pokémon juste parce que ils sont mignons. Il est grave moche après. Mais et pour le coup, ça a fait gagner des milliards. Alors Nintendo, donc certes, c'est pas un éditeur de manga, mais il y a eu les mangas aussi, tu vois. Donc il y a un truc de. Oui, de toute façon, s'ils ont développé la licence, et certes, effectivement, c'est une licence de jeux vidéo à la base, mais s'ils ont compris aussi qu'en manga ça fonctionnerait, parce que voilà, et là, je pense qu'on a même poussé le curseur à l'extrême, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un truc, c'est du pet manga, quoi. C'est même plus, il y a quasiment même plus d'histoire. L'histoire, c'est je veux collectionner tous les monstres les plus mignons, tu vois. Et donc il y a vraiment ce truc de ce n'est que ça, quoi. Tout ce dont on a parlé quasiment dans l'émission, c'est un peu, il y a toutes ces phases là, il y a toutes ces facettes, c'est-à-dire que d'un côté c'est l'animal qui va porter l'histoire, en même temps c'est aussi l'animal sidekick qui va t'aider à te battre, mais c'est aussi il y a vraiment le jackpot ultime. Certains ils ont leurs arcs à eux, tu vois, genre il y a l'arc de machin, je connais plus les noms, désolé, il y en a beaucoup trop. Mewtwo, mais voilà, Mewtwo, machin, ils ont tous leur arc, enfin les génération 9 Pokémon les plus importants,
effectivement, ils ont leur arc à eux parce que voilà, ils apportent quelque chose. Et ils sont humanisés. Mewtwo est beaucoup plus humanisé que d'autres Pokémon, par exemple. Oui, parce qu'il est né d'une expérience qui fait que ça l'a rendu très intelligent. On dirait un bébé Freezer, non ? Dire que j'avais emmené ma mère au cinéma voir ça et qu'elle s'est endormie devant Mewtwo, n'importe quoi. Déjà, elle a pas compassion. Elle a pas compris que c'était Mew 2, mais c'est pas grave. Non, mais, moi, je reviens sur un truc par contre où on n'en a pas parlé, c'est que parfois la licence va trop loin. Je sais qu'au Japon, ça va beaucoup trop loin parce que il y a des choppers. Tu peux avoir un porte-clés de chopper. Ça, c'est cool. C'est bien, t'en as plein, etc. Tu me regardes parce que j'en ai un. Ouais. C'est bon, ça. Le problème, c'est d'avoir un porte-clés de chopper par région ou par ville. Genre, tu vas avoir Chopper qui est sur la tour de Tokyo parce que c'est un spécial Tokyo. Tu vas avoir un Chopper qui est sur le truc de Nara parce que c'est un truc de Nara. Et le problème, c'est qu'à la fin, tu te retrouves avec 1 milliard de Choppers. Alors qu'en vrai, c'est bon, t'en as un. Oui, mais là, c'est la rencontre de deux tendances japonaises entre le truc mignon, parce que je pense que l'animal de compagnie, c'est quand même quelque chose que, mine de rien, on a connu plus récemment en Europe qu'au Japon. Et la passion des mascottes, quoi. Enfin, parce que au Japon, chaque ville a sa mascotte et que après, tu peux faire des combos avec les trucs qui marchent. On va faire des choppers sur les serres de Nara. La mascotte du boulanger. Oui, c'est vrai que là-bas, c'est le monde de la mascotte. Évidemment. Et donc, en plus, il faut que ça soit mignon. Il faut qu'ils aient un petit nom mignon. Il faut qu'ils sachent danser et qu'ils aient une petite chanson à eux. C'est fatigant d'être mascotte. Mais je sais pas, moi ça fait le côté marketing pour moi c'est saoulant quoi. Même si c'est intéressant et intelligent, on va dire économiquement parlant, mais je trouve que c'est un peu triste de transformer le truc qui a attiré l'attention, l'affection de ton lectorat en machine à lait, vache à lait, pardon, ou en machine à sous, combo. C'est un combo. Voilà, les vaches sont des machines à lait, vous saviez pas. Après, c'est vrai que les éditeurs de manga ont souvent quand même leurs pattes, leur mot à dire, on va dire, dans le développement d'un manga, et eux, ils ont toujours un peu ça en tête, ils ont le marketing en tête, et donc je serais pas étonnée qu'à un moment donné ils disent à l'auteur vas-y ajoute un petit truc. En fait c'est ça le truc, c'est que ça dépend toujours de quelle manière c'est fait. Je pense que si c'est l'exploitation marketing a posteriori d'un personnage populaire, c'est moins grave entre guillemets, parce que c'est le dark side du marketing quoi. Le marketing c'est bien pour vendre des bouquins, et puis des fois mais il faut bien que ça se vende, il faut vendre des serviettes, des jeux vidéo, à la limite, des jouets, s'il y a des gogos pour les acheter, tu vois, bon. Des chaussettes. Mais par contre là où c'est plus problématique, c'est effectivement comme dit Clémence, si c'est un élément du récit qui a été ajouté à la demande de l'éditeur parce qu'il s'est dit mets-nous un animal mignon parce que ça va nous permettre de vendre des mascottes derrière, tu vois, enfin des peluches derrière et tout. Et donc là on en revient toujours et aussi ce que disait Julie en intro, c'est qu'en fait en général je pense un bon animal de manga, c'est un animal que l'auteur a voulu mettre parce que ça peut lui rappeler son animal de compagnie à lui, ou comment dire, c'est un truc très personnel qui va lui permettre d'apporter des choses concrètes dans le récit. Si c'est vraiment l'éditeur qui lui a dit mais un chat parce que d'ailleurs, mais peut-être pas parce qu'il faut vendre, peut-être à acquérir un lectorat. Et même maintenant c'est carrément des trucs, on pense même plus à vouloir faire une histoire, on se dit attends, là quel genre de manga on n'a pas fait avec des chats, attendez, Yakuza, des chats Yakuza on n'a pas fait encore, et tu vois, et là ça devient, là c'est carrément le truc poussé à l'extrême, et je pense que c'est des mangas qui resteront, alors je veux souhaite tout le bonheur du monde à leurs auteurs, mais je veux dire, je pense pas que c'est des mangas qui vont rester dans l'histoire, tu vois, c'est des trucs qui ont tellement été faits pour des mauvaises raisons entre guillemets que... c'est pour apporter des réconforts aux gens qui ne peuvent pas avoir acquérir un lectorat spécifique. Ouais, mais je pense aussi qu'au Japon, enfin tu vois, dans les grandes villes c'est difficile d'avoir un animal de compagnie. Il y a plein de résidences ou d'appartements qui sont petits, où les propriétaires sont contre. Voilà, c'est interdit d'avoir un chat, un chien, etc. Parfois c'est même interdit d'avoir un enfant. Alors, oui, voilà. Ça en dit beaucoup, ça en dit long. Mais je pense qu'il y a ce truc effectivement de la passion de la mascotte. Là, je repense à Plou. Et en fait, ce qui est intéressant dans Plou, c'est qu'il ressort... Enfin, comment dire ?
Mashima, il le réutilise dans Fairy Tail. Oui. Parce que ça devient une espèce d'animal de compagnie de Lucie qu'elle peut invoquer. Et elle est trop contente, tu vois. Son merde. Et je trouve que c'est... On en parlera dans l'émission Mashima. Voilà, mais la question, c'est est-ce que c'est lui qui a délibérément dit allez, c'est rigolo, tu vois, je le mets là, machin, ou est-ce que c'est l'éditeur derrière qui a dit mais regarde, c'est rigolo. C'est intéressant ce truc de genre le fait de pas pouvoir avoir d'animal de compagnie soi-même et du coup tu compenses en faisant d'autres choses. Les Tamagotchi, ça sert à quoi? Mais oui, complètement. Il y a ça, les cafés achats, les cafés à hibou. Alors je pense forcément, j'avais fait un article justement sur les streams d'animaux, les streams d'animaux qui fonctionnent de ouf au Japon. Et c'est juste des chats pendant H24 quoi, juste des chats. Ils font des trucs drôles. Mais alors les loutres, alors c'est pas au Japon, mais au Japon beaucoup de chats. Moi j'ai vu des loutres japonaises aussi. C'est vrai? Alors c'est incroyable. Mais il y a tout vraiment sur Twitch, incroyable. Mais non, mais c'est vrai que c'est important aussi parce que je pense que forcément quand tu lis des mangas, peut-être tu viens chercher tu vois, de l'aventure, tu viens chercher quelque chose que tu aimerais avoir au quotidien que tu n'as pas forcément, et peut-être qu'un petit chat mignon que toi tu peux pas avoir, peut-être que tu es content de l'avoir. Mais je voulais rebondir sur un autre truc aussi parce que ça m'a fait penser. Elle rebondit beaucoup là. Je rebondis, j'en profite là, je me suis tue, j'y vais. Vous ne m'arrêterez plus. Non mais c'était, tu vois, par exemple le Kero justement dans Card Captor Sakura, je disais ça m'a marqué aussi ça dans mes lectures de jeunesse, mais il y a un peu, il se transforme. Je trouve ça assez intéressant, c'est le truc de ok, il reste mignon machin, c'est le petit bonhomme mignon qui donne la quête. Il a des ailes, il a des oreilles toutes rondes. Et en fait de temps en temps il se transforme en bête ultra stylée, mais on se rend compte que c'est pas super intéressant, enfin je sais pas intéressant, mais quand c'est pratique, combat, ok vas-y il se transforme en grosse bête machin, mais sinon tout le reste du temps pour faire des blagues, pour être un peu le compagnon mignon, il préfère rester en peluche. Et je trouve ça d'un point de vue scénaristique, je trouve ça intéressant, tu vois, c'est à dire qu'en gros finalement l'autrice s'est dit ouais vas-y on va faire en sorte qu'il puisse switch. Comme ça, quand il y a des combats, il peut aider. Et puis après, sinon le reste du temps, il reste mignon. Comme ça, il se met dans le cartable, c'est pratique, tu vois. Voilà, oui. Après, la Parce définition qu'avoir la peluche taille réelle non, c'est pas adapté. Puis en plus, il arrive à se transformer au moment où elle gagne suffisamment en puissance et tout. Donc ça dit aussi autre chose de son propre pouvoir, quoi. Ouais, mais bon, la définition du mignon sur un studio Clamp, je sais pas, ça aussi, ça mériterait beaucoup de. Oui, t'avais quelque chose à dire sur Mokona, non? Je sais pas si c'est des grands yeux, des grandes oreilles. Ça boit du saké, ça parle tout le temps. Bah oui, mais ça ouvre sa bouche et ça t'envoie dans différentes dimensions. Il est sympa comme animal. C'est un animal. Et moi je me souviens d'un éditeur qui m'avait dit, parce que je voulais faire une sorte d'autobiographie fictionnelle, mais seul, tu vois. Seul. Et un éditeur m'a dit mais non mais il faut que tu mettes un animal avec toi, tu vois, qui parle ou autre. Je me suis dit ah ouais mais non je voulais être tout seul sur une île. Et tu vois l'éditeur peut te dire non mais tu vas te faire chier si t'es tout seul, il faut achète-toi un ballon. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Oui mais là c'est un bon avis d'éditeur, c'est pas non mais c'est pas mets un chien parce que il sera mignon et on pourra vendre des peluches, tu vois, c'est non, mets un chien pas pour ça. parce que ça va servir ton récit, parce que sans chien ton histoire va être un peu relou quoi. Bien entendu, ça sera bientôt à venir. Mais non, ça aurait été génial Joe, t'inquiète. Non mais je vais le faire hein. Bien sûr, on a hâte de ton je suis une légende à toi quoi. Exactement. Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a aussi, pour notre grand plaisir, des animaux qui sont juste des animaux et qui servent pas le récit, tu vois, qui sont juste comme dans la vie, quoi. Enfin, t'as un animal de compagnie, t'es content qu'il est là. Quand il fait caca par terre, t'es pas content. Tu te dis, oh, il faut le sortir, il est 1h du matin. Bon, bref. T'es content d'avoir un porte-clés chat. Et du coup, voilà, tu peux l'avoir en porte-clés comme ça, il faut pas caca chez toi. C'est bien. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est varié. Il y a pas dans le manga en termes d'animaux de compagnie ou non, il y a un peu de tout, quoi. Une offre assez divertissante. Tu peux avoir un Mokona en sac à dos. Ouais. Tu peux avoir un shinobi aussi. On n'a pas trop parlé de ça. C'est vrai, bah ouais. Mais quand même. Ou des insectes. C'est chaud quand même parce que c'est quand même des animaux qui sont élevés pour être des soldats en fait. Enfin, c'est un peu dark. Comme dans la vraie vie. Bah oui, c'est ça. Il y a les dauphins, je sais. Des chiens qui sont dressés pour. On n'a pas parlé de Badass Cop et le Dolphin d'ailleurs, où il y a des dauphins policiers. Mais bon. J'ai voulu en parler aussi. J'ai pas osé. Je me suis dit, ça va trop loin. Il faut le mettre où celui-là parce que ça je sais pas. C'est pas un animal. C'est parti en couille. En soi, je vous laisse conclure. Ah non. Tout de suite là, comme ça. Mais non, parce que les conclusions, c'est sérieux, c'est on fait retomber le truc un peu. Tu vas dire que le marketing c'est de la merde et que. Non, pas du tout. Mais non, mais moi je reviens sur. Je conclus, du coup j'y vais, je me lance. Non, mais en impro au total. Mais pour toi, c'est important un animal de compagnie. Enfin, un animal dans le manga. En fait, ce qui est important,
ce qui est important, c'est justement comme dans n'importe quelle littérature, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tel personnage est là. Et quand t'as un personnage, un animal de compagnie qui parle que à son animal de compagnie imaginaire, là tu fais ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais je pense que c'est important en tout cas de se demander en tant que lecteur, c'est intéressant, comprendre pourquoi le mangaka a essayé d'écrire les choses de telle façon, pourquoi il a mis tel personnage à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Et je trouve ça intéressant de pas juste mettre l'animal dans un coin, on s'en fiche, c'est pas intéressant, nous on veut les héros, les gars un peu badass, stylés, machin. Je pense que ça veut dire quelque chose aussi, et je pense que c'est important. Alors ça peut aussi vouloir dire quelque chose du point de vue de l'éditeur et du marketing, je pense que malheureusement ça arrive aussi, mais je trouve ça intéressant de s'y arrêter, voilà. Et du coup je trouve ça cool qu'on ait fait une émission là-dessus pour se poser ce genre de questions. Ok. Robin. Ouais, et puis la manière aussi dont on traite les animaux en général, ça dit quelque chose de notre rapport au monde aussi et de la manière dont on traite les autres. Donc je pense que c'est intéressant, comme dit Clémence, de s'intéresser de la manière dont les auteurs traitent les animaux. Et je reviens sur le Gone de Hunter x Hunter. Moi je trouve que, c'est souvent l'adage, les gens qui aiment bien les animaux sont des bonnes personnes, tu vois. Et moi je trouve qu'en général, effectivement, quand les animaux sont utilisés d'une bonne manière dans un manga, ça me fait avoir un avis positif sur le manga, quoi. Donc après c'est un prisme de lecture personnelle, mais je pense que ça se vérifie. Julie, dernier mot, c'est le tien. Oui, attention. Quelle très très grosse pression. Moi je sais pas, je trouve que c'est compliqué, comment dire, parce que c'est hyper large, ça recouvre tellement de choses, et on n'a même pas parlé de Tezuka. Je disais Jungle Take. On en parle à chaque fois. Mais, on en a parlé de peu de choses par rapport à je veux dire que ça montre aussi à quel point je pense que c'est important de se pencher effectivement sur les moindres détails d'une histoire, parce que finalement c'est pas parce qu'on a dessiné un personnage qui parle à un animal ou qui prend soin d'un animal que je veux dire, c'est anecdotique, et ou même que l'anecdotique peut aussi dire des choses, beaucoup de choses. Et j'aime bien aussi le fait que ça soit toujours aussi varié. Enfin, je veux dire, un des trucs qui moi m'avait fait trop délirer quand je lisais Ranma, c'est qu'il y avait autant d'animaux, quoi, et qui étaient animaux, mais pas vraiment. Et ça, c'était une très très bonne idée. On n'a pas trop parlé de des personnages piégés dans des corps d'animaux. Oui. Voilà, tu vois, il y avait il y a tellement de types d'animaux, en fait. On fera une autre émission quand Max repartira en vacances. Merci en tout cas d'avoir. Maxime n'aime pas les animaux, c'est pour ça. Non, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Non, on a profité. Lui, il les tue dans son garage. Voilà, c'est ça qu'il fait. Oh, mais quelle horreur. Pas du tout. Il n'a pas de garage. Non, il a mis un petit perchoir dans le jardin. Il y a un perchoir dans le jardin. Oui, pour les tuer. Après, pour les avoir. Non, bien entendu. Il va être content de pas être venu. Il ne fait pas ça. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci de nous avoir suivis dans ce piratage de Hot Voltage. Ah, c'était bien. Qui soit dit en passant. Et mon super film avec Catherine Zeta-Jones, c'est Chaque connerie, mon film de cambriolage préféré. Et j'ai oublié, ma soeur va me tuer parce que je voulais faire une dédicace pour ma soeur et elle voulait au début de l'émission pour pas écouter toute l'émission, mais là j'arrive à la fin. Mais tu as bien fait. Elle sera obligée de tout écouter. Tant pis pour toi. Elle habite à Washington, donc je la fais en anglais. Shout out to my sis and my bro-in-law. Voilà, c'est pour vous. Impressionnant cet accent. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont j'ai pas la moindre idée du sujet, mais Max reviendra pour nous remettre dans pour le droit remettre tous les compteurs à l'heure. Il reviendra, il sera là. Allez, salut les coquinous. Salut les coquinous.